Novak Djokovic éliminé en 2-7 secs cet après-midi face à Tabilo à Monte-Carlo. Une performance désenchantée, comme dirait Mylène Farmer, qu'on va tenter d'analyser dans le détail. Est-ce que c'est inquiétant ou pas? On va se poser la question. On commence à avoir l'habitude de voir ce type de performance de la part de Novak, qui arrive sur ses 38 ans, fils impérial de son côté, le show Musetti et la DER de Gasquet face à un Altmaier quelque peu incontinent. C'est le programme peu concerné de ton nouveau digest de Monte-Carlo. Je te laisse claquer ton plus beau pouce et on attaque juste après ça. Allez, on rentre dans le dur tout de suite avec le premier match qui va nous intéresser, et c'est bien sûr Novak Djokovic cet après-midi qui s'est fait laver les fesses au Savon de Marseille face à Tabilo. Il est mené 2-0 désormais face au joueur chilien qui récupère un Novak à Rome, pas du tout concerné encore cet après-midi dans des conditions qui étaient particulièrement frisquettes, et on a vu un début de match break des breaks avec un Novak ici typique qui se relève trop tôt, et on le voit, hein, il a du mal à bien se positionner, il a du mal à faire les efforts sur le petit jeu de jambes, il n'est pas du tout bien réglé sur une terre battue un peu boueuse qui a dû lui rappeler ce qui s'est passé l'année dernière à Roland-Garros, particulièrement où il s'était blessé au genou. On a vu également chez Novak Djokovic la difficulté pour lui d'obtenir des points gratuits derrière à son service. Alors j'ai une stat qui est terrifiante pour vous, il y a 8 services simplement qui n'ont pas été retournés sur 54 au total sur cette partie. C'est un ratio qui est très faible, qui est trop faible pour ce Novak Djokovic de bientôt 38 ans. Novak était en finale de Miami il y a 10 jours et on a vu un joueur, comme à son habitude ces dernières années, qui a du mal à se régler tout de suite à Monte-Carlo. Il a besoin de plus de temps pour s'adapter sur terre battue que les autres surfaces. C'est sa surface la plus faible historiquement pour Djokovic. Et on l'a vu ici particulièrement sur un magnifique contre-pied, le temps de réaction, sa faculté aussi à se projeter immédiatement sur son contre-pied, c'était très douloureux. Et là où Tabilo a été très malin, c'est qu'il a vu, il a compris que Djokovic était en difficulté sur son positionnement, sur son déplacement, et il a spammé les amortis sur une terre battue boueuse. C'est évidemment l'un des plans de jeu les plus efficaces. Djokovic aussi a utilisé les amortis, mais dans le petit jeu, dans les temps de réaction, il était souvent à la bourre. Alors ok, premier match sur terre battue, les schémas tactiques, les déplacements, c'est pas forcément trop ça, mais il y a quelques secteurs qui ont quand même été épouvantables et qui sont inexplicables. C'est qu'il est simplement à 19% de réussite derrière la première balle adverse. Ici, on est sur une seconde. Et pour un relanceur all-time comme Novak Djokovic, faire un retour bash dans cette position alors qu'on est à 5-3, que c'est typiquement dans ces moments-là où Novak Djokovic te met la pression et va essayer de te débriquer, c'est inexplicable. Quand Novak joue mal, il est aussi souvent désarticulé, on l'a vu beaucoup s'écraser, s'affaisser sur des coups droits, sur des revers, sur tout ce que vous voulez. Il était en difficulté sur sa coordination. Et ce qui est marrant, c'est que même si Novak a décroché sur ce match, même si Tabilo a le break dans la deuxième manche, on sent qu'il suffirait qu'il en mette 10%, 20% de plus, qu'il serre le jeu pour pouvoir revenir. Il va avoir 2 balles de débreak ici dans cette position, et là c'est pareil, tout avec le bras, les jambes ultra raides, aucun transfert, la balle qui va sortir en longueur. Alors du coup, ce match, c'était clairement un match en mode trophée des champions, c'était un match pour rien pour Novak Djokovic. Il n'y a pas forcément matière à être très inquiet sur cette partie. Il a montré déjà cette dernière année et demie écoulée que c'était très difficile pour lui de se motiver sur certains tournois spécifiquement. Il avait trouvé une forme d'éclaircie à Miami, beaucoup de plaisir dans des conditions qui valorisent ses qualités du moment. Là, c'était clairement pas le cas. On l'attend à Madrid, à Rome, pour quand même essayer de monter en puissance avant Roland-Garros. Et je suis pas particulièrement inquiet sur ce match précisément, un peu plus sur le pattern global de cette dernière année. Place à la magie de Lolo la musette qui nous a régalé ce matin face à Lehečka. Quelle partie, quelle remontée face à George Foreman. Le gars en face, il envoyait mais des obus, c'était injouable de récupérer ça. Musetti dans les cordes en permanence sur le début de la partie, il est à 36% derrière sa première sur le premier set. Et derrière, le show Musetti s'est lancé au début du deuxième, à la fin du deuxième, alors qu'il est à 2 points de la défaite à un moment donné, sur la fin de la deuxième manche. Ici, magnifique course défensive avec un giga passing de l'espace. Il a expliqué ensuite après en conférence de presse, ouais, j'ai un peu l'habitude d'être traité comme le beau gosse qui joue magnifiquement bien. Là, je me suis sali les mains et ça s'est vu. Alors plus précisément, la clé de ce retour de Musetti dans ce match, c'est qu'il a maintenu Lehečka dans une position défensive avec beaucoup de variations, des balles très différentes à chaque fois. Lehečka, c'est pas un joueur de transition défensive, c'est un joueur qui aime bien être à l'intérieur du court, pouvoir bien ancrer ses appuis et faire son transfert. Là, il
il a été mis en position délicate quasiment tout le temps, et c'est le coup droit de Musetti qui lui a permis de faire ça. Un coup qui a très largement progressé cette dernière année. Je voulais aussi vous alerter sur cette modification tactique pour le fantastique joueur italien dans le deuxième set, c'est ce ciblage dans cette zone. Alors Musetti, il adore jouer dans cette zone, que ce soit en slice, petit slice court croisé, en décalage coup droit aussi, un petit coup droit vénéneux qui va sortir ensuite dans cette position comme ça. Il adore fixer ses adversaires, surtout les HK, plus côté coup droit, hein, les différences. Et donc il a fini par mentaliser le joueur tchèque qui a fracassé sa raquette de rage là sur le dernier break dans la troisième manche. Il est au total à 42 fautes directes sur le set 2 et 3 cumulés, 8 doubles fautes aussi. Et j'ai envie de dire que le tennis a gagné lors de cette partie. Un petit mot rapide sur le Gasquet-Altmaier. Alors Gasquet a queené après un retour épique dans la deuxième manche. Moi, ce qui m'a un petit peu dérangé quand même, c'est la petite pause Pisil de 8 minutes quasiment à la fin de la deuxième manche. Je trouve que c'est trop long. Je sais qu'on parle beaucoup de ça, c'est un peu le sujet relou en tennis, mais je trouve que ça casse beaucoup trop le rythme et qu'il y a même une forme d'anti-jeu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Un mot sur le fils Cobolli, fils qui a été juste parfait sur ce match, franchement carré, hein, le jeu qui est en place, la tête qui est en place, des schémas simples, 1-2 avec son coup droit, on utilise sa puissance et son volume pour repousser Cobolli. Et le tout petit micro moment où il a été inquiété dans la deuxième manche avec 2 balles de débreak, bah pareil, franchement il est resté dans sa maîtrise avec le petit 1-2 amorti de revers parce qu'il a senti que Cobolli était dans les bâches. Franchement une performance maîtrisée au maximum. On attend avec un appétit féroce son match demain contre Rublev. Un petit mot rapide sur la quasi-dinguerie qu'on a vécue là il y a quelques instants entre Vachereau et Dimitrov, parce que Vachereau prend le premier set, il a le break dans la deuxième manche, Dimitrov qui va fermer la porte quand même avec sa densité de jeu, avec son niveau moyen, mais le Bulgare au début du match et même jusqu'à la moitié de la deuxième manche qui montrait des signes de fatigue, d'empressement, beaucoup de fautes en coup droit. Et j'ai peur pour lui s'il faut rejouer demain. Allez, un mot pour se terminer sur Carlitos Alcaraz qui nous a fait une petite frayeur dans le premier set malgré un break d'entrée avec l'imposition de sa lourdeur phénoménale en coup droit. Attention, là, ce petit schéma, décalage coup droit, diago revers, ça a été essentiel dans la première manche. Parce que le schéma pour l'Argentin, il était clair, il était limpide, fixé, redirigé immédiatement, tout de suite, à chaque opportunité sur le revers de Carlos Alcaraz qui est à 0 coup gagnant, 7 fautes directes sur cette aile de son jeu dans le premier set. Ça a très bien fonctionné. Et ça a si bien fonctionné que Cerundolo, il s'est pas embêté. Il a fait que ça. Il a spammé la diago revers, il a redirigé tant qu'il pouvait, et au début du match, on a vu que Alcaraz, il avait du mal à se régler sur le revers long ligne. Ça va aller beaucoup mieux à partir de la deuxième manche. Du coup, ici, petite faute en longueur, et on sent aussi qu'Alcaraz, là, à ce moment de la partie, il aurait gagné à slicer, peut-être aussi envoyer une petite moonball droit devant avec beaucoup de sécurité et se replacer ici tranquillement. Faire attention bien sûr au contre-pied, au coup droit extra de Cerundolo. Et en fait, on arrive au début de la deuxième manche et là, c'est le tournant clairement de la partie parce que Cerundolo, il a 2 balles de break. Alors, il y aurait eu encore du chemin avant de remporter le match. Bien sûr, on n'est qu'au tout début du deuxième. Mais là, Alcaraz, il est en grande difficulté et ce qu'il va faire, c'est qu'il va avancer très courageusement sur un coup droit. Et là, il tombe sur le coup droit de Cerundolo qui envoie un missile, une petite banane flambée. Et là, t'as la volée magnifique. Stop ici dans cette position ultra compliquée à réaliser. Et alors que Alcaraz était en dedans depuis le début de la partie, qu'il avait ce langage corporel un peu en mode je sais pas trop quoi faire sur le court, et il va se recharger complètement, il va recharger son ki. Il adore ce type de coup ici. Le passing est délicieux en position défensive, il va tout libérer à ce moment-là. Et une fois qu'il a sorti la tête de l'eau, et bien là c'est du Carlos Alcaraz prime. Il a été invraisemblable dans la deuxième manche et dans le troisième set avec cette capacité à briser la famosa diago revers avec sa créativité. Là, franchement, l'amorti, elle est ultra difficile à déposer. Il est derrière la ligne. Ça va atterrir juste derrière le câble. Il a aussi mis en rythme son revers long ligne. La clé aussi tactique, et je vous invite à regarder sur vos matchs de votre côté quand vous regardez du tennis, regardez la position retour et regardez les modulations. Par exemple, ici, Carlos Alcaraz, dans le premier set, il était à 5 mètres de la ligne de fond et il a accompli environ la moitié de ses retours, alors que dans le deuxième set, il a empêché
Cerundolo de s'activer sur son coup droit, sur son +1. Il s'est largement rapproché de la ligne et ça a été très efficace. Une victoire pour Carlos Alcaraz qui, je pense, va lui faire beaucoup de bien, va le soulager. On a revu à certains instants un Alcaraz libéré, très créatif ici, encore une magnifique amortie. L'Espagnol qui est plus que jamais l'immense favori de ce tournoi de Monte-Carlo, et il a écrit ensuite à la fin du match « Ça m'a manqué, la terre battue ». À vous aussi. Ce sont les 8e de finale demain à Monte-Carlo. On va se régaler, une journée de fou furieux en partenariat avec les Winami de Winamax. Vous avez un lien dans la descro, jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription, offre réservée aux premiers inscrits et parier des sommes raisonnable, très important. Alors, on regarde les matchs un petit peu dans le détail, on va les faire à la volée. Le fils Rublev cornaqué désormais par Marat Safin qui a trouvé la paix intérieure manifestement. On se demande combien de temps ça va durer. Je trouve que c'est un flip ici, la cote le reflète très bien, mais on a envie quand même de partir sur Arthur Fils qui montre de très belles choses ces derniers temps. Mais attention, hein, André Rublev, il y a quand même un niveau moyen qui peut être terrible sur terre battue, ancien vainqueur à Monte-Carlo. Jack Draper contre Fokina, j'ai envie de partir sur la victoire de Draper. Carlos Alcaraz, Altmaier, on va pas en parler, c'est pas super intéressant. Le Berrettini et Musetti, j'ai envie de partir sur le set de Musetti. Alors Tsitsipas, on en a parlé hier, je l'ai pas trouvé transcendant, mais contre Borges, logiquement, ça devrait passer. On se retrouve demain pour faire le débrief de ces très belles rencontres. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des pois chiches.